Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour à vous, chers abonnés de notre chaîne. Bonjour à vous, tous ceux qui nous suivez sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Partagez la présente vidéo. Mettez un like afin que YouTube puisse la recommander à un maximum de personnes possible avec votre pouce. Abonnez-vous également à notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Je fais une vidéo intitulée ou une présentation intitulée Sénégal, le renouvellement, le rajeunissement et la rénovation politique. Sénégal, le renouvellement, le rajeunissement et la rénovation en politique. Voilà. Tous ceux qui suivent l'actualité comme nous ont observé le round de mutations politiques qui sont intervenues dans un pays comme le Sénégal. La précédente législature avait comme président des institutions le président de l'Assemblée de la République, Macky Sall, le président Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le Premier ministre, M. Amadouba, voilà, à peu près les grandes figures de la scène politique sénégalaise. Et puis, il y avait des aspirants comme Idrissa Seck, comme il y en a d'autres, Idrissa Seck, Khalifa Sall, et d'autres, et bien d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Mais on s'est aperçu que a émergé sur la scène politique sénégalaise un parti politique qui s'appelait le PASTEF, je pense. Donc le génie du PASTEF a été que les initiateurs du PASTEF se sont aperçus, ce qu'on peut voir dans beaucoup de pays d'Afrique, que la moyenne d'âge, je regardais ça sur les statistiques de l'Institut national de la statistique au Sénégal, la moyenne d'âge de la population au Sénégal, elle est 19 ans. Ça veut dire que 75% de la population au Sénégal a au plus 25 ans. 75%, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, le génie de la politique, c'est au lieu de laisser les personnes qui, vraiment, avec tout le respect, je ne veux pas faire une vidéo et être désagréable avec qui que ce soit au Sénégal. Et je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste du Sénégal, mais simplement, j'essaie de mettre mon point de vue après les recherches que j'ai faites. Donc, on s'est aperçu que le Sénégal était entre les mains des personnes des nés avant 1960 ou des nés entre 1960 et 1980. Et donc, le génie du PASTEF, ça a été de faire une coalition politique qui comprend plusieurs associations de la société civile pour X raisons. Des handicapés, des agriculteurs, des enfants qui étaient en colère parce que les accords de pêche avec l'Union européenne, etc., etc. Donc, ils ont fait une grande coalition, pas politique, à vrai dire, mais une coalition entre les forces qui représentent le Sénégal. Ça veut dire que ça peut être des forces de la société civile, ça peut être des forces politiques, mais qui ont en commun le fait qu'elles ont un grand désir de changement au Sénégal. J'ai suivi l'interview de Madame Fall, la ministre des Affaires étrangères, sur Al Jazeera. J'ai regardé l'interview et le documentaire qu'Al Jazeera, par exemple, a consacré au Sénégal. Quand vous regardez, c'était une haute fonctionnaire des Nations Unies, mais elle est restée activiste. Personnellement, je connais beaucoup de Sénégalais ici aux États-Unis, très haut placés. Je ne vais pas citer leur nom là. Par exemple, le directeur financier, ouais, le directeur de l'audit et la comptabilité, de l'audit, je crois, ouais, du premier fabricant américain de la bière, c'est un Sénégalais. Et je peux vous garantir que quand Ousmane Sonko était arrêté, était en détention, on n'a pas dormi ici. S'il appelait les gens tous les jours, il mobilisait les gens pour faire X choses que je ne veux pas dire là dans la vidéo, afin que Ousmane Sonko soit libéré et que le PASTEF puisse prendre part à la campagne électorale. Donc, vous comprenez que c'est une, si je puis dire, c'est une coalition de personnes qui, venant de différents backgrounds, mais qui avaient un intérêt commun. Voir au Sénégal du changement. Changement, là, c'est le discours qu'on utilise dans le langage courant. Mais dans le jargon de la politique, on le découpe au moins en trois. Comme on dit, break down in three parts. Trois parties. Le renouvellement, le rajeunissement et la rénovation. D'abord, le rajeunissement. Prenons le rajeunissement.
Quand vous regardez aujourd'hui l'Assemblée nationale du Sénégal, donc vous regardez d'abord les institutions, quand vous regardez l'Assemblée nationale du Sénégal, si vous la comparez par exemple à l'Assemblée nationale du Cameroun, pardon pour mes frères compatriotes camerounais, c'est les faits, uniquement les faits. Quand vous voyez l'Assemblée nationale du Cameroun, si vous voyez quelqu'un en dehors de Cabral Libi qui est un clown qu'ils ont mis là pour essayer de se blanchir un peu, mais quand vous regardez l'Assemblée nationale, si vous avez beaucoup de chance, vous trouvez quelqu'un qui a 60 ans. C'est tous des vieillards. C'est tous des vieux. Or, quand vous avez regardé l'Assemblée nationale du Sénégal, j'ai regardé quand Ousmane Sonko a fait son discours de politique générale, j'ai vu des gens qui étaient mes petits frères. Pourtant, je suis jeune. Hein? J'ai vu des jeunes, des jeunes, vous sentez qu'il y a eu un vrai rajeunissement à la base. Des petits jeunes qui arrivent. Et c'est comme ça qu'ils vont entrer au Parlement. Quand vous commencez le travail parlementaire entre 25 et 30 ans, si vous faites 20 ans de politique, à 45 ans, vous êtes déjà un seigneur de la politique, un ténor. Votre place n'est même plus au Sénégal, votre place est peut-être dans des organisations internationales, que sera peut-être la CEDEAO ou l'Union africaine, pour représenter votre pays. Quand vous commencez aussitôt, vous êtes déjà dans les dossiers, et très vite, après deux mandats, vous pouvez rebondir pour entrer au gouvernement, parce que vous avez déjà acquis de l'expérience. Donc, on a regardé ça, le rajeunissement du personnel politique. Ça a été rajeuni. Quand on dit rénovation, je vais y revenir. Rénovation, c'est aussi au niveau du personnel politique, dans le sens de l'inclusivité. L'inclusivité. Moi, j'ai vu des handicapés à l'Assemblée nationale du Sénégal. Des handicapés. J'ai vu des diasporiens à l'Assemblée nationale du Sénégal. J'ai vu des femmes, beaucoup, très nombreuses à l'Assemblée nationale du Sénégal. J'ai vu des jeunes à l'Assemblée nationale du Sénégal. J'ai vu énormément du monde rural. Quand vous regardez la composition du bureau, l'Assemblée nationale, la répartition des postes, les questeurs et autres, les présidents de commission, vous voyez qu'on a mis beaucoup de personnes du monde rural. Ça fait partie de la rénovation. Donc, surtout, le rajeunissement. Donc, il y a d'abord eu un rajeunissement profond du personnel politique dans un pays comme le Sénégal. Ça, c'est important et c'est tout à l'honneur. Rajeunissement, pourquoi? Parce que les gens qui arrivent à l'Assemblée nationale à 25 ans, 30 ans, 35, même voire 40 ans, sont en phase avec l'ère du temps. Ça veut dire que l'ère du temps, hein, c'est comme on disait hier en Amérique, génération baby boomer. Après, on a dit génération Z, ça veut dire que génération Internet. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on parle déjà de d'autres générations. Voilà. Donc, le Sénégal, du fait qu'il y a eu un profond renouvellement, un profond rajeunissement, d'abord, dans les institutions comme l'Assemblée nationale, c'est un signal fort. Deuxièmement, il y a eu un rajeunissement du personnel des institutions. Que c'est pas, franchement, je suis Camerounais, le président de l'Assemblée nationale, il ne marche même plus. On le porte seulement. Et on n'entend même plus ce qu'il dit. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal n'est même pas le fils du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il est son petit-fils, peut-être même son arrière-petit-fils. Le Sénégal a élu à l'Assemblée nationale un Mbacké Ndiaye, M. Honorant Mbacké Ndiaye, 40 ans. Le Sénégal a un chef d'État, le président Bassirou Diomaye Faye, 44 ans. On est à la même génération, Diomaye Faye, on est pratiquement... Le Sénégal a comme président, premier ministre et leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Le Sénégal, quand vous regardez aujourd'hui, donc le parti qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, quand vous regardez le bureau politique et le comité central du PASTEF, là-dedans, c'est toute une génération de gens qui ont 40 ans. La moyenne d'âge, on peut la situer entre 30 et 35 ans. Vous prenez le bureau politique au RDPC au Cameroun, il n'y a personne là-dedans qui a moins de 85 ans. C'est tous 85 ans dessus. Vous prenez ce qu'on appelle le comité central, il n'y a personne là-dedans qui a 70 ans. C'est tous 70 ans en dessous. Même ceux qui viennent à la télé vous disent j'ai 60 ans, c'est des faux âges. Ils ont 70 ans en montant. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et quand ils parlent, vous voyez bien, je ne veux pas être dur là. Donc le Sénégal a d'abord rajeuni le personnel politique. Ça, c'est important. Le rajeunissement du personnel politique, ça, c'est important. C'est un signal fort que le Sénégal s'engage sur la voie du renouvellement. J'en viens donc au renouvellement. Le renouvellement, ça veut dire que vous avez un renouvellement en profondeur. Une démocratie, elle a besoin de respirer de temps en temps. Prenez l'Amérique. Je peux parler de l'Amérique, je vis en Amérique.
Vous prenez l'Amérique. Alors les gens vont vous dire, ouais, mais les républicains reviennent, oui. Les républicains étaient au pouvoir, bon, disons même, laissons le précédent mandat de Donald Trump. Les républicains étaient au pouvoir avec George Bush fils. Vous voyez bien que entre le parti républicain de George Bush fils et le parti républicain d'aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Trop de changements. Les gens regardent souvent le pouvoir central à Washington, mais il faut regarder le pouvoir au niveau local, dans les villes, dans ce qu'on appelle les villes, les conseillers municipaux, dans ce qu'on appelle les counties, donc les départements, dont les conseillers régionaux, si on peut dire, dans ce qu'on appelle les États, dont le gouverneur et la législature de l'État, le Sénat de l'État, le Congrès de l'État. Donc quand vous arrêtez là, si vous allez, c'est parce que les gens ne s'intéressent pas beaucoup, si vous allez sur Heritage Foundation, qui est un think tank aux États-Unis de républicains, vous allez lire beaucoup d'articles qui vont vous montrer comment il y a un renouvellement à 97% du personnel politique. Ça veut dire que les gens qui représentent le parti républicain, par exemple, ou même démocrate, hein, jusqu'à ce niveau-là aujourd'hui, c'est les gens qui, à 10 ans, ne connaissaient pas, ne parlaient pas de politique, ne faisaient pas de politique. Mais ils se sont engagés et rapidement, on a renouvelé profondément. On a renouvelé, on a fait rentrer des activistes, on a fait rentrer des universitaires, on a fait rentrer des entrepreneurs, on a fait rentrer des gens de la société civile qui dirigent des associations, on a fait rentrer plein de choses. 97%, dont les gens qui sont là aujourd'hui il y a 10 ans, c'est ce qu'on voit au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un renouvellement du personnel politique. Les gens qui sont aujourd'hui dans la législature au Sénégal, qui sont dans le gouvernement, dans l'exécutif au Sénégal, donc qui sont dans la législature au Sénégal, etc. Ce sont des gens qui, il y a une décennie, n'avaient pas un mandat politique. Que ce soit du parti du PASTEF ou même du parti de l'ex-président Macky Sall. Ensuite, les forces politiques qui dominaient la vie politique au Sénégal. Par exemple, à l'époque où j'ai eu plein d'amis, on était étudiants en France, comme Maktar, je ne vais pas donner tout son nom là, Maktar, dans les années 90, quand vous regardez aujourd'hui, à cette époque-là, on parlait de Abdoulaye Wade, on parlait de Moustapha Niasse, on parlait de Djiboka. À l'époque-là, nous, on parlait de Djiboka. On voyait arriver les Idrissa Seck. Mais quand vous regardez aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu parler de Djiboka. Donc, toutes ces forces politiques-là, le Parti socialiste sénégalais d'Abdoulaye Wade, de Abdou Diouf, tout ça, avec les Tanon Dieng, qui était le secrétaire général du Parti socialiste, tout ça a été balayé. Il y a eu un renouvellement. Ça veut dire le rafraîchissement de la vie politique par l'arrivée des nouvelles forces politiques qui se sont imposées dans l'arène pour pouvoir implémenter de nouvelles politiques, une nouvelle approche au Sénégal, par exemple. Ça, c'est important, il faut le dire. Il y a le renouvellement. Je dis ça parce que régulièrement, nos frères sénégalais sont attaqués sur la toile par certains activistes camerounais. Moi, je suis attaché à la liberté d'expression. Les activistes camerounais peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Je ne pense pas qu'il faut leur lancer le caillou, mais il faut simplement leur répondre. Donc, très souvent, on dit non, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est une farce, ça n'a rien à voir, ce n'est pas vraiment une indépendance. Je pense que c'est une lecture des choses que je ne partage pas. Au Sénégal, il y a eu un rajeunissement du personnel politique. Ça a un impact. Parce que quand vous rajeunissez, vous mettez des gens qui ont les idées qui sont dans l'air du temps, qui ont des défis, des challenges qui sont dans l'air du temps. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, Ousmane Sonko, je suis pas sûr que s'il faisait la politique il y a 30 ans, il parlerait comme il parle aujourd'hui. Il parle aujourd'hui parce qu'il voit bien ce qui se passe. Les accords de pêche avec l'Union européenne commencent à ruiner des familles dans les quartiers populaires de Dakar et même dans la ruralité. Il parle parce qu'il voit le départ des jeunes en pirogue pour gagner l'euro, parfois l'Amérique, en passant par le Cap-Vert, avec tout ce que ça entraîne comme désastre dans la mer. Il parle aujourd'hui parce qu'il voit la corruption qui a eu lieu au Sénégal. Vous avez vu le document. Ça, c'est un document qui circulait déjà depuis, hein. Je veux dire, on connaissait ça. Dans les milieux des gens qui sont dans la finance, on connaissait ça. Hein, je veux dire, il y a une Camerounaise qui est venue travailler pour la Banque mondiale au Sénégal. Macky Sall lui a fait des misères. Je veux dire, on connaissait un certain nombre de choses. Donc, quand les Ousmane Sonko ont décidé de sortir, donc dans la rue, avec tout ce qu'il a subi, les arrestations, la dispersion de ses militants, les violences, menotté comme une chèvre qu'on attache chez nous pour aller le jour du marché, etc. Bon, c'est parce que il comprenait les défis, les challenges, et il voyait que la jeunesse sénégalaise est prise dans un étau, et bientôt elle va se faire aplatir dans un mur.
Donc, c'est ça le renouvellement, l'impact du renouvellement. Le renouvellement, d'abord des gens qui sont plus jeunes, qui sont dynamiques pour travailler. Nous, au Cameroun, on est piégé entre un président qui il parle 5 minutes dans un sommet des chefs d'État, il s'effondre, boum, au sol. On vient le soulever, comme ça, on met encore, on attache son pantalon et tout, et tout, et tout, et tout. Entre un président de l'Assemblée nationale qui ne voit même plus, qui n'entend plus, qui parle à peine, entre un président du Sénat qu'on ne voit pratiquement plus, quand on le voit, il trottine, il fait un peu comme ça. Il faut rajeunir. Mettre des gens qui ont peut-être 40 ans, qui sont capables de travailler, qui ont de l'énergie. On n'y est pas. Les Sénégalais l'ont fait. Il faut renouveler le personnel politique. Ça veut dire refaire revenir les nouvelles personnes qui émergent, des personnes qui étaient activistes, qui se sont battues dans les quartiers pour qu'il y ait la propreté, qui se sont battues pour faire entendre la cause des handicapés, qui se sont battues pour faire entendre la cause des femmes, qui se sont battues pour la ruralité. Hein. Moi, j'admire bien notre frère Sagna qui a porté notre ndop Bamileke. J'admire bien, on voit ce qu'il fait, il est au plus près des gens, il connaît les problèmes, tels agents, les gens de la poste n'ont pas été payés, les gens de ceci n'ont pas été payés, les gens de cela n'ont pas été payés. Donc faire rentrer les gens qui, lui c'était un activiste à l'origine, donc faire rentrer les gens qui ont différents backgrounds, c'est ce qu'on appelle le renouvellement en politique, c'est important. Je vous dis bien que, je prends un exemple, même ici aux États-Unis, là où Donald Trump a gagné, le renouvellement a déjà commencé au sein du Parti démocrate. Le renouvellement a déjà commencé, on commence à dire, même au sein du Parti républicain, on dit, bon, voilà, Mitch McConnell, tu peux plus être le président de la majorité au Sénat. On a élu quelqu'un, parce que lui a peut-être 80 ans, on a élu quelqu'un qui est jeune, qui a peut-être 50 combien, qui va sur 60. Mais c'est plus au niveau local, là, que vous voyez. Il y a un renouvellement qui ne peut pas avoir son nom. Renouvellement qui ne peut pas avoir son nom. Que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Enfin, il y a eu la rénovation. Rénovation, ici, ce sont les idées. Les idées, les valeurs sur lesquelles s'appuient les hommes politiques pour faire de la politique. Hein? La rénovation, quand vous voyez aujourd'hui le discours que prône Ousmane Sonko, vous y sentez la rénovation. Hein? La rénovation, ça veut dire que Ousmane Sonko aujourd'hui commence à dire, voilà, il faut le souverainisme économique. Abdou Diouf n'aurait pas parlé comme ça. C'est la rénovation des idées dans l'arène politique. Abdou Diouf, par exemple, n'aurait pas parlé du souverainisme économique. Macky Sall ne l'a pas fait. Il dit du souverainisme économique, il est temps que... Parce que c'est quand même frustrant, et c'est là où vous voyez souvent, vous avez les Camerounais et nos frères d'Afrique de l'Ouest doivent comprendre ça. Parce que quoi que vous disiez, même si les Français ont mis Paul Biya là pour pouvoir inverser la tendance, les Camerounais ont toujours résisté. Résisté. Résister. Vous prenez un exemple, c'est le port de Douala. Les Camerounais ont résisté. De notre époque, quand on quittait pour aller en France, dans le port de Douala, il n'y avait que des armateurs, des consignataires, tout ça. C'était tous des étrangers, hein, en l'occurrence des Français. C'est pas être méchant que de le dire. Et puis Paul Biya a nommé un monsieur qui s'appelait Tchouta Moussa. Quand Tchouta Moussa est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les Camerounais connaissent. Il a dit, bon, voilà, on disait, bon, parce que pour verrouiller, on avait dit, voilà, il faut déposer une caution de 2 milliards pour faire ci. Il faut déposer une caution de 1 milliard pour faire ci. Il faut déposer une caution de 500 millions pour faire ci. C'est que les opérateurs locaux n'avaient pas. Quand Tchouta Moussa est arrivé, étant directeur du port et député en même temps, à l'Assemblée nationale, il a fait passer une loi en disant, voilà, bon, si vous voulez commencer, ou comme vous déposez 1/5 de l'argent, on vous donne l'autorisation provisoire, et chaque année, vous augmentez, vous travaillez, vous augmentez votre caution jusqu'à ce qu'elle soit finie. Ça veut dire que là, on demandait 2 milliards, on vous demande plus que 100 millions. Là, on demandait 500 millions, on ne vous demande plus que 25 millions. Et rapidement, les gens ont commencé à mettre les cautions hein, pour sortir les conteneurs au port par camion, pour être des aconniers, il y avait déjà des transitaires, pour être des aconniers, pour être des consignataires de navires, etc., etc., etc. Donc, quand vous regardez le port de Douala aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les Camerounais ont repris la main sur 85%. Quand Bolloré cède là, c'est parce qu'il est entouré par une armée de hyènes qui lui ont pris presque tous les parts de marché. Et il dit, bon, voilà, ce n'est plus ce que c'était avant. Il cède ça à MSC et il s'en va. Donc, c'est comme ça. Je veux dire que le souverainisme économique, c'est une idée portée par Ousmane Sonko qui dit enfin. Parce que quand vous allez souvent au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, vous avez des frissons. C'est comme ce qui était chez nous en 1960. Et Ousmane Sonko dit, nous allons travailler pour inverser la tendance. Ce n'est pas une fatalité.
Je dis, regardez l'interview de Madame Fall sur Al Jazeera. Ce qui est bien, c'est que c'est un journaliste français qui l'interviewait, même si l'interview était en anglais. Elle lui dit, écoutez, dire que nous nous aimons ne veut pas dire que nous détestons les autres. Vous êtes le bienvenu chez nous. Si vous venez travailler chez nous, si vous respectez les règles, les lois en vigueur, vous êtes le bienvenu chez nous. Mais nous disons que nos ressources, là, sont désormais consacrées aux intérêts des Sénégalais. Ce n'est pas, elle dit, ce n'est pas la xénophobie. C'est un discours qui change. Je ne veux pas donner l'impression que j'attaque des gens. Sortez les discours peut-être que tenait Abdou Diouf il y a quelques années. Aujourd'hui, ils disent, nous allons nous recentrer. Je reviendrai, je vais faire un direct sur le discours de politique générale d'Ousmane Sonko. Et je ferai un autre sur le souverainisme économique pour que les gens comprennent bien. Non, il dit, nous allons mettre les moyens au centre pour développer la ruralité, pour faire de l'aménagement du territoire, développer d'autres villes que Dakar, créer des opportunités ailleurs, dispatcher les villes. Il y a des moyens de faire ça. Si vous prenez des écoles d'enseignement supérieur, des organismes de l'État qui sont situés à Dakar, vous commencez d'en les dispatcher dans une dizaine de villes. Rapidement, ça transporte du personnel administratif. Aujourd'hui, alors que le Sénégal a un satellite, donc il peut faire la couverture Internet de son territoire, ça transporte les gens. Ils peuvent travailler comment dire, on remote, ou ils peuvent travailler de manière digitalisée. Et très rapidement, ça commence à retirer la population à Dakar et ça développe de nouvelles villes. Un pays ne peut pas se développer sur une seule ville. Ça, Sonko l'a dit. Ça prendra certes du temps. Mais on appelle ça en politique la rénovation. Ça veut dire changer le courant des idées. Changer le courant des idées. Changer le courant des idées. Mettre en place de nouvelles idées. Voilà. Quand Sonko dit, voilà, nous allons développer des moyens de financement alternatifs, par exemple, des fonds d'investissement, des equity, private equity, etc., etc. Ça veut dire qu'on ne va plus seulement dépendre de, quand vous regardez aux États-Unis, qu'est-ce que les banques financent à part les prêts hypothécaires? En part des prêts hypothécaires. Il y a un peu de financement pour les PME, PMI, mais le reste, c'est les prêts hypothécaires. Ousmane Sonko dit, nous allons changer ça. Nous allons mettre autre chose. Vous comprenez? Et ça, c'est le Sénégal aussi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il dit, nous allons changer ça. Il a rénové les idées. Il dit, voilà, désormais, les gens qui viennent investir chez nous dans nos ressources naturelles, que sont le gaz, le pétrole, etc., etc., il va falloir faire, par exemple, comme les Maliens l'ont fait. Vous venez investir, oui. La totalité des ressources financières sont domiciliées dans les banques sénégalaises. Vous ne pouvez pas venir prendre le pétrole sénégalais en 3 000 milliards. Vous allez vendre sur les marchés internationaux et vous domiciliez l'argent dans les banques suisses. Alors qu'il y a besoin de capitaux au Sénégal pour travailler. Ça se fait où dans le monde? Ça se fait où dans le monde? Je rappelle que dans la comptabilité anglo-saxonne, américaine, le GAP, General Accepted Accounting Principle, quand une entreprise fait la consolidation, la première chose qu'elle fait dans la consolidation, c'est d'abord la trésorerie. Parce que vous devez rapporter à l'ARS, Internal Revenue Service, dans les impôts américains, vous devez rapporter tout le cash que vous disposez à l'extérieur du monde, dans le monde. Tout le cash que vous disposez. Vous avez des multinationales qui viennent chez nous, là, elles opèrent. Il y a des choses que je ne veux pas dire, je ne veux pas être désagréable. Non, Ousmane Sonko a dit, ça va changer. Il a cassé les conventions de non-imposition avec les paradis fiscaux, qui est grave. C'est l'élévation. L'évasion fiscale, mais aussi la fuite des capitaux. Tout ça, c'est la rénovation. Je veux dire, j'ai fouillé avant de faire ce direct. J'ai essayé de regarder. Tout est aujourd'hui sur Internet. J'ai essayé de survoler rapidement. Je n'ai pas tout lu. Que ce soit dans les discours de Macky Sall, peut-être un peu dans ceux d'Abdoulaye Wade, mais vous n'avez pas retrouvé un tel niveau de prise de position. Encore moins ceux de Macky Sall, encore moins ceux de M. Amadouba. Je ne les attaque pas. C'est les faits. J'ai fouillé, je n'ai pas vu. C'est pour ça que depuis la prestation, depuis le discours politique général de Sonko, je n'ai pas fait le direct alors que j'avais annoncé sur ma page que j'allais faire le direct. C'est parce qu'il fallait que je prenne du temps pour vérifier un certain nombre de choses. Je ne l'ai pas fait. Ça s'appelle la rénovation. Un changement de cap vis-à-vis de l'immigration. Ousmane Sonko dit, voilà, nous ne pouvons pas être. Nous avons des pays, comme des gens que nous accueillons chez nous. Ils interdisent à nos femmes de faire des enfants chez eux. Ils mettent des visas draconiens. Si vous entrez chez eux, c'est seulement pour être domestique. Nous allons appliquer le principe de réciprocité. Et eux-mêmes vont voir ce que ça fait. Nous sommes une terre d'accueil, mais ils ne peuvent pas transformer chez eux en, comme on dit en anglais, the hill, c'est-à-dire l'enfer pour nos compatriotes.
Donc, il y a un changement de ton, hein, et je vous passe les programmes inclusifs, les filets sociaux pour les personnes qui souffrent, les handicapés, etc., 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 la révision des bourses. Bon, il a parlé beaucoup dans son discours. Ça s'appelle la rénovation. Donc, le constat est clair, le Sénégal s'engage sur le chemin de la rénovation des idées, le renouvellement du personnel politique et le rajeunissement du personnel politique. C'est quelque chose d'important. C'est un signal de la vitalité de la démocratie du Sénégal. Et il faut rappeler que tous ces acquis-là, que ce soit le renouvellement, le rajeunissement, la rénovation et même l'inclusivité, on peut dire, tout cela a été acquis au prix de haute lutte. Ça a été acquis au prix de haute lutte. Ça a été acquis au prix de haute lutte. Ça veut dire que les gens ont lutté pour pouvoir acquérir tout ce que vous avez vu là. Ils ont lutté grandement. Ils se sont battus. Il y a eu 60 morts. Je ne veux pas revenir dessus parce que c'est la partie sombre de cette affaire. Il y a eu 60 morts. Donc, il y a eu beaucoup de blessés qui sont gravement blessés. Moi, j'ai vu les images ici, là. Mon ami Ndao, il m'a envoyé ça. On voyait les images. C'est ça qui nous a poussé à sortir, à nous mobiliser auprès des élus. Il a fait beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas parler de ça ici. Parce qu'on est tous africains. Ce n'est plus l'époque où on disait, toi, tu es sénégalais, toi, tu es camerounais. Ça, c'est terminé, ça. Quand nous arrivons ici, on ne nous traite pas, on dit, toi, sénégalais. On nous traite pareil. Non, il est hors de question quand on rentre sur le continent, on commence à se diviser sur des boutiques. On est tous pareils. Je rappelle souvent que j'ai vu aux États-Unis, je suis pas allé au Cameroun depuis quelques années, mais j'ai toujours mon argent chez le restaurant sénégalais, là, parce que quand j'aille manger, je lui donne 100 000 francs. Et quand j'arrive, il n'a pas un cahier, il cède depuis sa tête, ça veut dire que quand il arrive, il dit, patron, ici, là, tu as encore 60 000, donc si tu veux manger, donc on arrive avec des amis, on mange. S'il reste 30 000, on part, un autre jour, quand on revient, il sait toujours combien il y a. Il dit, patron, il faut ajouter argent, hein. Je dis, bon, voilà. Donc, il a encore l'argent, là. Vous comprenez? Nous sommes des frères. Et nous en sortirons si nous travaillons ensemble. Si nous arrivons à faire corps, on a certes des petites différences qu'il faut gommer avec le dialogue, avec l'entente, avec la poignée de main, au bord de la tasse de thé, au bord d'un bon tchèp, ou bien d'un bon yassa, d'un tchebouyab, d'un tcheboudjen, appelez comme vous voulez, mangez, buvez du thé, etc., sans sucre, etc. On cause, on échange, et tout, et tout, et tout. On construit l'avenir. Voilà. Big up, nos frères du Sénégal. Big up. Beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage. On fait cette vidéo pour vous soutenir. Vous êtes sur la bonne voie. La raison pour laquelle on vous soutient, c'est parce que si vous commencez à faire des changements notables et notoires et vus, ça va forcément réveiller les autres qui dorment en se disant, bon, voilà, je veux voir grandir mes enfants. Ils vont comprendre que vous luttez, vous sacrifiez les gens tombent et on enjambe. Vous avez entendu Ousmane Sanko dire, attention, nous avons la responsabilité de faire mieux parce que nous sommes arrivés là après que 60 personnes soient mortes. Donc, voilà. Donc, rien que les morts là, en pensant aux morts, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie tous. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne, d'inviter vos amis nombreux à s'abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore le cas. Mais surtout de mettre un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Et enfin, souscrivez à notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Donc, ici, le meilleur est à venir. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye.